Les Russes ne proposaient pas d'embrasser l'Ukraine comme faisant partie de leur sphère d'influence. Au contraire, ils demandaient spécifiquement sa neutralisation. Le rejet de cette proposition était le résultat d'un triomphalisme, d'une russophobie instinctive et d'un désir de saper la Russie. Passons aux affaires européennes. Vous étiez la personne, je crois, qui a dit que les États-Unis et l'OTAN seraient prêts à combattre jusqu'au dernier Ukrainien dans la guerre en cours. Pensez-vous que cela soit toujours vrai? Et les États-Unis seront-ils jamais prêts à revenir à une approche plus diplomatique pour trouver un règlement à cette guerre de tranchées de style Première Guerre mondiale que nous avons maintenant? Je crains que nous n'ayons été très cyniques. Lorsque vous lisez les commentaires des experts dans la presse américaine, ils disent que cela a été une aubaine pour les États-Unis parce que, sans perdre de vie américaine, nous avons réussi à affaiblir et isoler la Russie. Franchement, je ne crois pas que nous ayons réussi à affaiblir et isoler la Russie. Y a-t-il des preuves que les gens se soucient de l'Ukraine et des Ukrainiens dans tout cela? Pas vraiment. Nous entendons maintenant des histoires selon lesquelles l'échec de l'offensive ukrainienne contre les Russes était anticipé. Les gens à Washington et à Mons, en Belgique, espéraient que le courage ukrainien compenserait le manque d'armement et le manque de nombre dans l'armée ukrainienne. Je pense que c'est extrêmement cynique. J'ai un grand respect pour le courage des deux parties dans ce combat. Les Ukrainiens et les Russes sont des cousins, des peuples apparentés. Ils ont tous deux montré qu'ils sont incroyablement courageux et braves sur le champ de bataille. Mais les nombres comptent, tout comme la taille et la technologie, et je pense que les Russes sont en train de prévaloir. Que va-t-il se passer? Nous ne savons pas. Mais je sais que M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN récemment réélu, dit maintenant qu'il n'y a pas de chemin pour que l'OTAN accepte l'Ukraine comme membre et accepte une victoire ukrainienne. Et je pense que presque personne n'attend maintenant une victoire ukrainienne. Le président Biden a dit que l'Ukraine peut devenir partie de l'OTAN lorsqu'il y aura un traité de paix avec la Russie. Cela constitue sans doute une sorte d'anticipation des négociations diplomatiques pour mettre fin à cela. Bien sûr, il y a eu une négociation diplomatique en 2022 que Boris Johnson a apparemment gâchée. Ce que je pense qu'il est probable de se passer maintenant, parce que je crois que les Russes sont au début de leur propre offensive contre l'Ukraine, c'est que nous verrons les Russes prendre des territoires et menacer Odessa. S'ils prenaient Odessa, l'Ukraine n'aurait plus accès à la mer. Je pense qu'ils proposeront la paix en échange du retrait de ces zones en Ukraine qui ne les intéressent pas, et en échange de ne pas prendre Odessa. Si l'Ukraine refuse, ils prendront Odessa. Ils ont la capacité de le faire. Le plus étrange dans ce qui se passe, c'est que, au moment même où des gens de l'OTAN, comme le ministre allemand de la Défense, admettent que l'OTAN n'a pas la capacité de combattre la Russie, même si la Russie n'a pas été capable de submerger l'Ukraine, l'OTAN parle d'agir en Asie de l'Est. Si vous ne pouvez pas défendre votre propre patrie européenne, pourquoi parlez-vous d'agir en Asie? C'est très étrange et semble être au bénéfice des gens à Washington plutôt qu'une initiative sérieuse. Je ne vois pas ce que les forces armées européennes pourraient faire qui serait utile dans les situations auxquelles l'Asie de l'Est est confrontée. Que ce soit une guerre renouvelée en Corée, une guerre à Taïwan ou des combats navals en mer de Chine méridionale. Vous savez, depuis l'année dernière, une question qui me hante est pourquoi la neutralité n'est pas devenue la solution pour l'Ukraine. Il me semble, et probablement à quiconque ayant une connaissance de l'histoire, que la situation en Ukraine est très similaire à celle de l'Autriche en 1955. Ça aurait dû être la solution.
Des personnalités comme Kissinger et Chomsky, et je pense que vous aussi en avez parlé. Beaucoup de gens l'ont fait. Nous savons qu'à la fin du mois de mars de l'année dernière, un accord de neutralité était essentiellement sur la table. Mais ensuite, Johnson l'a gâché. Donc, je ne comprends pas pourquoi la neutralité n'est pas devenue la solution. Maintenant, je crois que c'est parce que les néoconservateurs de l'OTAN ne le voulaient pas. Ils voulaient tout et ne se contenteraient de rien de moins. Êtes-vous d'accord avec cette évaluation ou ai-je tort? Do you agree with that assessment or am I wrong? No, I think you're right. And I think you can see Non, je pense que vous avez raison. Et on peut voir cela se dérouler. Le rassemblement massif de troupes russes à la frontière ukrainienne s'est produit dans le contexte d'une demande de négociation sur l'architecture de sécurité européenne. Il voulait des assurances de Moscou que des armes ne seraient pas placées en Ukraine à sa frontière. Il est clair que si l'Ukraine avait été intégrée à l'OTAN, de telles armes auraient été placées là. En fait, pendant 8 ans, l'Ukraine a été formée, réorganisée et rééquipée selon les normes de l'OTAN par les États-Unis et d'autres pays. C'était une préoccupation pour la Russie. La réponse des États-Unis a été un refus catégorique d'entamer toute discussion sur les négociations de sécurité européenne. Il n'y avait aucun chemin négocié pour que les Russes atteignent ce qu'ils considéraient comme un objectif de sécurité nationale fondamental, la liberté d'une présence hostile à leurs frontières. Ils ont accepté, bien sûr, l'incorporation des États baltes dans l'OTAN. Je ne pense pas qu'ils voyaient l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie comme des menaces pour la Russie. Ils s'attendaient à ce que ces petits pays soient prudemment prudents dans leurs relations avec la Russie, comme la Finlande l'avait été pendant des décennies. Ils ont également accepté les accords de Minsk, qui maintenaient les régions du Donbass et de Louhansk comme partie de l'Ukraine, avec une mesure d'autonomie. Initialement, ils ne cherchaient pas à détacher ces zones de l'Ukraine. La question principale était en fait l'alignement de l'Ukraine avec l'OTAN ou son alignement avec la sphère d'influence américaine en Europe, connue sous le nom d'OTAN. incorporation into an American sphere of influence in Europe called NATO. The Russians were not proposing to embrace. Les Russes ne proposaient pas d'intégrer l'Ukraine comme partie de leur sphère d'influence. Au contraire, ils demandaient sa neutralisation. Le rejet de cette proposition était dû à un mélange de triomphalisme, de russophobie instinctive et d'un désir de saper la Russie. Presque immédiatement après ce rejet, Poutine a répondu en utilisant la force contre l'Ukraine. Cela a montré un manque d'intérêt évident pour une solution diplomatique ou négociée. La déclaration du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, selon laquelle l'objectif était d'affaiblir et d'isoler la Russie et non de sauver l'Ukraine, soutient cette vue. L'Ukraine en a beaucoup souffert en conséquence. Elle ne rejoindra pas l'OTAN, ni ne maintiendra son intégrité territoriale, qui aurait pu être préservée sous les accords de Minsk. Il est peu probable qu'elle conserve sa côte de la mer Noire et elle pourrait ne pas trouver la paix. Environ un quart à un tiers de sa population a fui le pays. Une grande partie de son infrastructure a été endommagée par les attaques russes. Cependant, les Russes n'ont pas été aussi destructeurs qu'ils auraient pu l'être, cherchant peut-être vers la paix après la guerre. Malgré cela, il est probable que l'Ukraine émerge du conflit dans un état bien pire que si elle avait accepté la neutralité. L'ironie de toute cette situation est que si la guerre se termine effectivement et que l'Ukraine ne devient pas membre de l'OTAN, comme l'OTAN l'a déclaré, c'est parce qu'ils ne veulent pas une confrontation directe avec la Russie. C'est un aspect positif de cette situation. Ils veulent éviter une troisième guerre mondiale. Ils préfèrent gérer la situation à travers l'Ukraine. Cependant, la tragédie est que de fait, l'Ukraine sera neutralisée. Bien sûr, tout cela se révélera finalement n'avoir été pour rien. Je dirais qu'il y a un élément très intéressant à cela, et c'est la guerre de l'information de caractère formidable. Apparemment, certaines personnes en Occident croient que si vous pouvez gagner la guerre de l'information, vous gagnez la guerre sur le terrain.
Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, la guerre de l'information, qui était conçue pour isoler la Russie et la condamner internationalement, n'a réussi que dans une partie limitée du monde. Elle n'a pas inclus le Sud global, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, ou certainement pas la Chine ou l'Inde, l'Asie du Sud-Est. La plupart du monde voit cela comme une querelle entre Européens plutôt que quelque chose d'une importance mondiale. Par conséquent, le cadrage de la guerre de l'information que les États-Unis et les membres de l'OTAN ont entrepris n'a pas réussi. L'Ukraine n'a pas été sauvée des dommages. La Russie n'a pas été dissuadée d'attaquer l'Ukraine. Il n'y a pas eu de stratégie claire de fin de guerre. La Russie ne s'est pas effondrée. Il n'y a pas eu de changement de régime à Moscou, comme certains s'y attendaient, et ainsi de suite. Donc, du point de vue de l'Occident, à la fin, quand tout cela sera terminé, la seule chose qui se sera produite et qui a été positivement arguable a été une mesure de revitalisation de l'OTAN en tant qu'institution et de meilleures relations entre les membres de l'OTAN. Mais je ne m'attends pas à ce que cela dure après la guerre, car on peut déjà voir les divisions entre, disons, la Hongrie, la Pologne, l'Italie et votre propre pays, la Suisse. La Suisse a été entraînée là-dedans d'une manière qui a compromis sa neutralité, ce que je soupçonne que les Suisses regretteront et ne prendront pas comme un précédent. Nous avons une bonne nouvelle. Nous sommes actuellement en train de préparer un référendum pour renforcer à nouveau la neutralité. Ce référendum aura lieu dans environ 1 an et demi. Je m'attends à ce que cela retarde considérablement toute la situation, car la population suisse n'a pas envie de prendre parti. La question est de savoir si imposer des sanctions est considéré comme prendre parti. Mais laissez-moi vous demander encore une chose. La réponse à cela est oui. Ils représentent une guerre économique, oui. Et donc je ne sais pas comment les Suisses, qui prennent parfois des décisions qui semblent étranges aux yeux des autres, en particulier en ce qui concerne les questions de genre, vont gérer cela. Mais je suis sûr que les Suisses arriveront à leurs propres conclusions. Je doute qu'ils adoptent des sanctions à l'avenir pour cette raison. J'espère que non également. J'ai un très bon ami suisse qui décrit les Suisses comme une tribu de montagne qui connaît quelque chose à l'argent. La Suisse a prospéré parce qu'elle comprend l'argent et l'importance de ne pas s'impliquer dans les conflits d'autrui. Ne pas être en guerre depuis 200 ans est très bon pour les affaires. C'est la principale raison pour laquelle les gens devraient rester neutres. C'est très bon pour les affaires. Alors, faites des affaires et restez en dehors des conflits d'autrui. C'est assez simple. Vous êtes suisse, je peux le dire. Permettez-moi de vous demander encore une chose, car vous étiez là dans les années 1970. Vous avez vu comment la guerre froide pouvait s'escalader jusqu'au bord de la catastrophe, comme pendant la crise des missiles de Cuba, puis évoluer vers une détente. En 1975, la création de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a marqué le début de la fin de la guerre froide. C'était un moment pivot quand tous les Européens se sont réunis pour une conférence, ce qui semble être une tradition pour eux. Ils ont tenu des conférences majeures en 1815, 1918, 1945 et ensuite en 1975. Ces conférences semblent toujours être un moment pour apaiser les tensions. Voyez-vous une possibilité pour les Européens et les Américains de recommencer à parler? Et si cela se produit, pensez-vous que les Russes leur feront confiance? L'un des principaux problèmes est que les Russes ont été trompés à plusieurs reprises. Même avec l'accord sur le grain, les Russes ont été floués de leur part de l'accord. Pensez-vous que les Russes commenceront à faire confiance aux Européens à nouveau? Je ne pense pas que les Russes feront confiance à quiconque à l'avenir.
L'un des résultats des événements récents est que la Russie, qui avait passé 300 ans à développer une identité européenne, est revenue à s'affirmer comme une civilisation à part. Elle s'est tournée vers l'Est et le Sud, regardant désormais vers la Chine et l'Inde plutôt que vers l'Europe. C'est un changement significatif. De même, la Turquie, qui cherchait à s'européaniser à travers le processus d'adhésion à l'Union européenne, un processus qui a été très efficace pour changer la Turquie en mieux, a presque abandonné. Il semble que M. Erdogan était d'accord avec l'adhésion à l'UEMR. Cependant, je ne pense pas que vos voisins les Français, qui semblent s'accrocher à une notion de chrétienté et à une aversion pour l'islam, un sentiment qui cause actuellement une division en France, soient prêts à accepter un membre de l'UPERM. Peut-être que d'autres dans l'UPERM ressentent la même chose. En conséquence, la partie eurasienne de l'Europe qui se connecte au reste de la masse continentale eurasienne s'est détachée et je ne la vois pas se rejoindre. À l'origine, l'OTAN, à travers le partenariat pour la paix, était envisagée comme un mécanisme potentiel de concert de l'Europe, un mécanisme de sécurité européen universel. Elle avait une relation avec la Russie à travers le Conseil OTAN-Russie et aurait pu prendre en charge le rôle de gestion des affaires de sécurité européenne, un rôle que l'OSCE a échoué à remplir. Par conséquent, il existe des institutions qui pourraient être réaffectées. Cependant, je pense que la Russie restera très méfiante à l'avenir pour les raisons que vous avez mentionnées. Russia will be very standoffish in the future for the reasons that you mentioned.